Ok, le titre de cette discussion, c'est « Défense du marxisme ». Et en un sens, toute l'activité du PCR consiste à défendre le marxisme au quotidien. On ne fait que ça, à défendre le marxisme. Mais ce matin, on abordera les éléments les plus fondamentaux de la théorie marxiste, qui est constamment attaquée par nos adversaires. Qui sont ces adversaires? Il y a un paquet de monde. Il y a les théoriciens de droite, les théoriciens bourgeois, bien sûr. Ils attaquent sans cesse le matérialisme, la dialectique, la théorie de la lutte des classes, et bien sûr la possibilité même d'une société socialiste et communiste. Mais en réalité, lorsque les théoriciens bourgeois s'adressent au grand public, ils se contentent généralement de nous jeter à la figure les crimes du stalinisme et la chute du stalinisme, et ils considèrent qu'ils ont fait le boulot. Ils n'ont pas besoin d'en dire davantage. Il est rare qu'ils s'aventurent au-delà de ce type d'argument. Il en va de même, au fond, du côté des critiques réformistes du marxisme. Vous ne trouverez pas de critique détaillée de la théorie marxiste sous la plume d'un Olivier Faure, d'une Marine Tondelier ou d'un Fabien Roussel. Vous l'aurez remarqué. Le seul dirigeant réformiste qui a fait un petit effort dans ce sens, c'est Mélenchon, qui s'efforce de remettre en cause le matérialisme historique, la théorie de la lutte des classes, avec sa théorie, la théorie mélenchoniste du populisme, des révolutions citoyennes qui se substituent aux révolutions socialistes, où c'est le peuple qui fait la révolution et c'est plus la classe ouvrière, etc. Bon, je ne m'attendrai pas sur ça parce qu'on a écrit des articles là-dessus, les camarades qui s'intéressent pourront les lire. Parce que l'essentiel de mon exposé sera consacré aux attaques qui viennent de l'intérieur du marxisme. C'est-à-dire, plus exactement, d'individus et d'organisations qui se réclament du marxisme, mais lui font subir toutes sortes de distorsions qui le dénaturent complètement. Lénine appelait ces gens-là des révisionnistes. Et ce sont les plus dangereux adversaires du marxisme en un sens, précisément parce qu'ils ne se présentent pas comme des critiques extérieures au marxisme, mais les révisionnistes se présentent comme des gens qui veulent améliorer, amender, actualiser le marxisme pour le rendre plus efficace, meilleur, plus moderne, plus joli, tout ce que vous voulez. Et ça fait toutes sortes de dégâts dans la tête des jeunes qui s'orientent vers le marxisme et qui ne savent pas trop par où commencer, et qui peuvent commencer. Leur premier contact avec le marxisme, ce sera à travers des théoriciens révisionnistes. Donc, ils n'en savent rien. Mais nous, on doit leur expliquer. Et c'est un peu l'objet de cette discussion. La première question à poser, c'est d'où vient le révisionnisme? D'où viennent les tendances révisionnistes à l'intérieur du marxisme? Nous sommes matérialistes, et donc nous savons que ces idées ne tombent pas du ciel. Comme toutes les tendances qui ont un certain écho dans la société, les idées révisionnistes ont des racines de classe. Et quelles sont ces racines de classe? Eh bien, c'est les mêmes que celles indiquées par Lénine dans un article de 1908, qui n'est pas très long, donc je vous conseille vivement la lecture, et qui s'appelle « Marxisme et révisionnisme », 1908. Lénine écrit dans cet article, je cite, après avoir ciblé parlé des révisionnistes de son temps, il dit, je cite, « Qu'est-ce qui rend le révisionnisme inévitable dans la société capitaliste? C'est le fait que, dans chaque pays capitaliste, à côté du prolétariat se trouvent de larges couches de la petite bourgeoisie, de petits patrons. La petite production a engendré et continue d'engendrer constamment le capitalisme. Celui-ci crée inéluctablement de nouvelles couches moyennes. Dès lors, il est parfaitement naturel
que des conceptions petites bourgeoises pénètrent encore et encore dans les rangs des grands partis ouvriers. Et Lénine poursuit, « Il en sera ainsi jusqu'aux péripéties même de la révolution prolétarienne. » Entendez bien cet avertissement. Nous aurons des révisionnistes jusqu'au bout. Précisément parce qu'à la veille même, le jour même de la révolution prolétarienne, il y aura toujours des tendances petites bourgeoises dans la société, une petite bourgeoisie et ce qui en découle. Alors, il est vrai, et on l'a vu hier, que la petite bourgeoisie a largement fondu numériquement, son poids social a fondu depuis l'époque où Lénine écrivait ça en 1908. Ça a été l'objet notamment de pas mal de développements hier dans la discussion sur le fascisme. Mais la petite bourgeoisie n'a pas disparu. C'est une grosse erreur de le penser. D'ailleurs, il faudrait être aveugle, pas voir la société telle qu'elle est. Mais non seulement la petite bourgeoisie n'a pas totalement disparu, mais l'influence idéologique et politique de la petite bourgeoisie est toujours considérable. Elle tient le haut du pavé dans les universités, elle tient le haut du pavé dans l'intelligentsia de gauche, et l'influence idéologique de la petite bourgeoisie est toujours considérable, et elle se manifeste non seulement sous la forme du réformisme, mais aussi sous la forme du révisionnisme à l'intérieur du camp marxiste, pour ainsi dire. Donc, les racines de classe du révisionnisme sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque de Lénine. Par contre, le contenu doctrinal, le contenu théorique du révisionnisme a sensiblement évolué depuis l'article de Lénine en 1908. Dans son article de 1908, Lénine cible une tendance, la principale tendance révisionniste, il en évoque une autre qui va naître, mais bon, peu importe. La principale tendance qu'il cible, c'était celle qu'incarnait un certain Edward Bernstein, celui contre lequel Rosa Luxembourg polémiquait dans son célèbre livre « Réforme sociale ou révolution ». Et Edward Bernstein, qu'est-ce qu'il incarnait? Il incarnait le développement du réformisme à l'intérieur du marxisme. Or, depuis 1908, le réformisme s'est formellement séparé du marxisme, s'est constitué en une tendance indépendante du marxisme, qui s'assume comme telle, qui s'oppose au marxisme, et personne aujourd'hui ne songerait à qualifier de révisionniste un Olivier Faure, une Marine Tondelier, ou même un Mélenchon. C'est des réformistes, et qui s'assument plus ou moins comme tels. Enfin, Mélenchon pas trop, mais les autres, oui. Mélenchon à moitié, peu importe. Je ne dis pas que le révisionnisme aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le réformisme. En réalité, l'horizon de tout révisionniste, c'est le réformisme. Du fait même de la racine de classe commune au réformisme et au révisionnisme. Encore, il faut revenir à la racine de classe. Mais de nos jours, le révisionnisme a une plus grande diversité doctrinale qu'à l'époque de Lénine, et pour cette raison, une raison assez simple, depuis plus d'un siècle, eh bien, c'est déposé dans les tendances révisionnistes toutes sortes de nouvelles idées, de nouvelles théories, de nouveaux courants, qui rendent la chose un peu plus complexe, un peu plus riche, pour ainsi dire. En tout cas plus complexe qu'en 1908. Et le résultat, c'est qu'un jeune qui cherche, je l'ai déjà dit, un jeune qui cherche des idées marxistes de nos jours, fait face à une assez grande variété de doctrines, d'auteurs, de courants, de théoriciens qui se réclament du marxisme, mais dont l'écrasante majorité, en réalité la quasi-totalité, ne sont pas marxistes, sont révisionnistes. Vous avez d'abord les staliniens, plus ou moins assumés, c'est-à-dire plus ou moins honteux, tous n'assument pas leur stalinisme, et qui sont bel et bien, les staliniens, une tendance petite bourgeoise. Ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai. Grattez la rhétorique d'un stalinien endurci, et vous trouverez toujours, au fond, un manque de confiance dans la capacité de la classe ouvrière à prendre le pouvoir et transformer la société, toujours. Et ça, c'est typique de la petite bourgeoisie, qui n'a pas confiance dans la classe ouvrière, etc. En tout cas, des tendances petites bourgeoises. Et vous trouverez aussi toujours, parfois c'est explicite, c'est proclamé, le nationalisme, qui est également typique de l'idéologie petite bourgeoise. À côté des staliniens et des maoïstes, puisque ça revient au même,
que le stalinisme. Vous avez les ultra-gauchistes, bien sûr, mais aussi toute la cohorte bigarrée des marxiens, des marxistes académiques, qui, sans surprise, ont une certaine influence chez les staliniens, chez les maoïstes et chez les ultra-gauchistes, pour la même raison, la même racine de classe, les mêmes influences des idées petites bourgeoises. Voilà en gros quel est le paysage révisionniste aujourd'hui. Vous voyez qu'il est assez riche. Les jeunes s'y perdent d'ailleurs. Hein. Combien il y a d'organisations communistes sur cette fac, quoi. C'est quoi la différence? Il y en a. Mais c'est très variable. Face à toute cette confusion, la défense du marxisme authentique doit commencer tout simplement par rappeler quels sont les éléments fondamentaux de la théorie marxiste. Puis, une fois qu'on a fait ça, nous devons démontrer que ces éléments fondamentaux de la théorie marxiste n'ont pas besoin d'être révisés, d'être amendés, d'être modifiés, que sais-je, mais qu'avant tout, la tâche des marxistes révolutionnaires est de savoir s'en saisir, les comprendre et les appliquer de façon dialectique, concrète, précise, à la réalité quotidienne, à l'actualité, au développement réel de la lutte des classes, de la crise du capitalisme, etc., pour accomplir nos tâches révolutionnaires. Appliquer le marxisme, pas enrichir le marxisme. Ça, c'est notre tâche, ça, c'est notre priorité. Et en plus de ça, ce n'est pas une tâche facile. Mais c'est notre tâche, et ce n'est pas du tout celle de réviser le marxisme. Donc, j'y viens. Quels sont les éléments fondamentaux du marxisme? Eh bien, ils consistent en ce que Lénine appelait les trois parties constitutives du marxisme. Premièrement, la philosophie marxiste, c'est-à-dire le matérialisme dialectique. Deuxièmement, la conception marxiste de l'histoire, le matérialisme historique. Troisièmement, la théorie économique de Marx, c'est-à-dire l'analyse scientifique des lois qui président au mouvement de l'économie capitaliste et la condamne à des crises toujours plus profondes. Voilà les trois parties. Philo, histoire, économie. Et Lénine souligne qu'il y a un lien organique entre ces trois parties, qui sont indissociables. C'est l'application du matérialisme dialectique, de la philosophie marxiste, à l'histoire, qui permet de dégager une science de l'histoire, qui permet de fonder le matérialisme historique. Sans dialectique, pas de matérialisme historique. De même, c'est l'application du matérialisme dialectique aux lois de l'économie capitaliste qui a permis à Marx de produire le capital. Il s'en explique d'ailleurs dans une préface ou dans une postface, je ne sais plus où il insiste. Ma méthode, c'est la méthode dialectique. Et par ailleurs, les lois de l'économie capitaliste entrent comme telles dans le champ du matérialisme historique, puisque l'économie capitaliste, c'est un moment de l'histoire. C'est partie de la science de l'histoire. Et c'est la base de l'économie, vous le savez, des processus politiques, etc. Autrement dit, ces trois parties sont solidaires les unes des autres et forment un tout cohérent. Ça, c'est très important d'avoir cette idée en tête. Or, vous avez des gens qui renient, qui ne retiennent qu'une partie, ou deux, du marxisme, sur les trois, et qui considèrent que ça va, comme ça. Par exemple, vous en avez qui rejettent la dialectique et le matérialisme historique, ou qui sont contre-fiches, ça ne les intéresse pas, mais qui passent leur vie à commenter le Capital de Marx, son œuvre sur l'économie capitaliste, et d'élaborer sur cette base, sur la base de commentaires indéfinis sur le Capital, des chapitres du Capital de Marx, des théories politiques et historiques absolument fantastiques, obscures et abstraites. Sauf que ces gens, en réalité, abstraction faite de leurs théories à moitié délirantes en politique et en histoire, ils ne comprennent même pas vraiment le Capital. Parce que pour comprendre le Capital, il faut comprendre le matérialisme dialectique et il faut l'appliquer. Dans la mesure où ils l'ont rejeté, ils se perdent dans les développements théoriques de Marx en économie. Lénine lui-même a écrit qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre le Capital sans avoir d'abord lu et étudié à fond Hegel.
C'est-à-dire le philosophe allemand qui a le plus influencé Marx, juste avant Marx, la génération d'avant Marx en Allemagne, qui a le plus influencé Marx et qui a développé la dialectique comme aucun autre dans l'histoire de la philosophie, qui lui a donné la forme, son expression la plus riche et la plus élaborée. Et Marx avait étudié à fond Hegel. Alors, est-ce qu'il faut vraiment comprendre tout Hegel pour lire le Capital? Lénine a peut-être un peu exagéré sur ce coup-là, parce que Hegel est de lecture très difficile, mais ce qu'il veut dire est juste au fond, à savoir que vous ne pouvez pas vraiment comprendre le Capital si vous n'avez pas un minimum de compréhension de la dialectique, de la philosophie dialectique, sur laquelle je reviendrai plus tard. En fait, le rejet d'une seule partie constitutive du marxisme implique fatalement une incompréhension et une révision des deux autres, car les trois parties forment un tout cohérent. Ceci dit, la plupart des révisionnistes, qu'ils soient staliniens, marxiens, marxistes académiques, ultra-gauchistes ou ce que vous voulez, en général ne rejettent pas en bloc telle ou telle partie du marxisme. Ils les révisent, les amendent, et ce faisant dénature le marxisme dans son ensemble. On va voir cela maintenant à l'appui de quelques exemples pour chacune des parties du marxisme. Je commencerai donc logiquement par la philosophie, le matérialisme dialectique. C'est la base du marxisme, c'est sa méthode générale. Et donc, logiquement, c'est sur cette base que se concentrent la plupart des révisions du marxisme. En un sens, tout le reste en découle. Marx expliquait, qu'est-ce que c'est le matérialisme dialectique? Marx expliquait que les idées reflètent nos idées, reflètent le monde objectif, matériel, qui existe indépendamment de nos idées. Et ce n'est pas l'inverse. Les idéalistes, d'une manière ou d'une autre, ils font des idées la première chose, et le monde objectif reflète les idées, ou est transformé par les idées. Non, c'est dans l'autre sens. Les idées, la matière, le monde objectif est premier, les idées sont secondes. Dans le domaine de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire le matérialisme? Ça veut dire que ce sont les rapports de production, rapports matériels s'il en est, rapports de production entre les hommes, qui, en dernière analyse, déterminent leurs idées morales, leurs préjugés, leurs idées politiques, leurs comportements sociaux. Et donc, si on veut changer ces comportements, si on veut éliminer les préjugés, il faut d'abord transformer les rapports de production entre les hommes, c'est-à-dire la base économique de l'organisme social. Cette thèse centrale du marxisme découle de sa philosophie matérialiste. Et la remise en cause de cette thèse passe par une remise en cause du matérialisme philosophique, du matérialisme marxiste, c'est-à-dire par l'adoption d'un point de vue idéaliste, qui, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins subtile, affirme que transformer le comportement des hommes, et notamment en finir avec les oppressions, pour ça, il faut d'abord changer les idées qu'il y a là dans la tête des gens. Et ça vous donne le soi-disant, dans le champ révisionniste, ça vous donne le soi-disant marxisme décolonial, marxisme féministe, marxisme ceci, cela, marxisme petit bourgeois, en réalité. C'est la catégorie générale, qui renvoie toujours au deuxième plan, ou au néant d'ailleurs, mais enfin, par politesse, il la renvoie au deuxième plan. La lutte des classes, la lutte pour la transformation révolutionnaire des rapports de production, lutte qui remplace par des spéculations, plus qu'une lutte, sur les idées, les préjugés, les représentations et même le langage qu'on doit utiliser, et qu'utilise tout un chacun. Le point d'arrivée d'une telle démarche, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme subjectif. Chacun est invité à se déconstruire subjectivement, à lutter contre ses propres catégories de pensée, comme si c'était là que se situait la source des oppressions, et non d'abord dans les rapports de production, dans les rapports de classe et d'exploitation. Nous ne devons pas faire la moindre concession à ce point de vue idéaliste qui tend à remplacer la lutte des classes par toutes sortes de spéculations abstraites sur la pensée et le langage. Bien sûr, ça ne signifie pas que les marxistes rejettent la lutte contre les préjugés
racistes, sexistes, etc. Bien sûr que non. Les marxistes mènent ce combat, mais le mènent sérieusement, le mènent effectivement. C'est-à-dire sur le terrain de la lutte des classes, sur le terrain de l'unité de tous les travailleurs, quel que soit leur genre, leur origine sociale, nationale, tout ce que vous voulez, pas sociale, nationale, ethnique, etc. L'unité de tous les travailleurs dans la lutte des classes. C'est le centre de notre approche sur cette question. Nous rejetons catégoriquement comme complètement réactionnaire le point de vue idéaliste des idées postmodernes, intersectionnelles et compagnie, qui se sont infiltrées dans la tête des gens, de gens qui pourtant se réclament du marxisme. Et je crois qu'il est là, je le vois. On a un document, les nouveaux camarades qui ne l'ont pas lu, les gens qui veulent comprendre, qui ne sont pas encore camarades et qui veulent comprendre ce qu'est le PCR, doivent lire le document que Marie vous montre, que Luigi vous montre, qui est un document adopté par le Congrès mondial. C'est un document très officiel de notre mouvement, puisque c'est un congrès mondial, l'instance suprême de notre mouvement, de notre organisation. Congrès mondial de 2018, si je ne me trompe pas, de l'international, qui a adopté ce document, qui est une critique en bonne et due forme de toutes ces idées petites bourgeoises, et qui explique comment les marxistes luttent réellement contre les oppressions. L'autre face de la révision de la philosophie marxiste, c'est la remise en cause de la dialectique. Marx a extrait la dialectique, je vous l'ai dit, de la philosophie de Hegel, et, comme il l'a dit, la remise sur les pieds. C'est-à-dire, Hegel était un idéaliste, Marx a remis la dialectique sur les bases matérialistes. Le marxisme souligne que la nature, la société, notre propre pensée, sont engagés dans un processus de transformation permanent. Processus qui, par ailleurs, n'est pas graduel, linéaire, mais marqué par des ruptures qualitatives, des bonds, des catastrophes, des phases d'accélération brutale, soudaine, comme le sont, par exemple, les tremblements de terre dans la nature et dans l'histoire, les révolutions. Le marxisme a dégagé aussi un certain nombre, en réalité a pris chez Hegel, un certain nombre de lois de la dialectique. Les camarades ici les connaissent, j'espère, la transformation de la quantité en qualité, la négation de la négation, etc. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ces lois, et peut-être que des camarades interviendront là-dessus en donnant des exemples. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des lois qui sont à l'œuvre à tous les niveaux du monde réel, du monde objectif. Engels disait, je cite, « Les lois de la dialectique sont les lois les plus générales, écoutez bien ça, les lois les plus générales du mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. » Fin de citation. Dites-moi ce qu'il y a dans ce bas monde en dehors de la nature, de la société humaine et de la pensée. Je ne vois pas. C'est donc les lois de toutes choses. Eh bien, cette idée philosophique centrale, basique dans le marxisme, ce n'est pas le PCR qui raconte ça, hein. C'est basique, c'est le b.a.-ba du marxisme. Cette idée fondamentale du marxisme a été révisée et rejetée par toute une série de gens qui se réclament pourtant du marxisme. Ça a été fait des centaines de fois, et je n'en prendrai qu'un exemple, parce que je suis tombé dessus il y a quelque temps, je me suis dit, celui-là, je le garde, je vais l'utiliser plusieurs fois. C'est un certain Yvon Quignou, que vous ne connaissez pas, mais qui était un peu plus connu il y a quelques années, qui était un universitaire marxien. Il a dirigé la revue Actuel Marx. Je ne sais plus si elle existe encore, cette revue, mais dans les années 90-2000, c'était un peu tout ce qui restait du marxisme académique. C'était organisé autour de cette revue Actuel Marx. Et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Karl Marx. Ok, donc on se dit, ça va être sur Karl Marx. Ça se présente d'ailleurs comme une gentille petite introduction générale pour le néophyte sur qu'est-ce que c'était les idées de Karl Marx. Et donc, innocemment, les jeunes, ils se disent « Ah, c'est bien, c'est un petit livre sur Karl Marx, je veux savoir ce qu'il raconte. » Erreur. Je cite Yvon Quignou. « La dialectique est d'abord une méthode pour penser le réel dans son devenir et son unité. Et il est clair que Marx a eu raison d'y recourir. » On sent le « mais » qui va arriver, non ? Mais, poursuit Yvon Quignou,
Les problèmes commencent lorsque Marx projette la dialectique dans le réel. Vous voyez un peu ça. Comprenez, d'après Yvon Quignou, les lois de la dialectique ne seraient pas à l'œuvre dans la société et dans la nature. Non, non, c'est Marx qui les aurait projetées de façon totalement artificielle et arbitraire. Ce serait une erreur théorique fondamentale de Marx. Vous voyez un peu la taille de l'erreur. Il pensait, Marx, que la dialectique était à l'œuvre dans, comme l'a dit Engels, la nature, la société humaine, et pas seulement la pensée. Vous avez là, en 2 phrases, une énorme distorsion de la philosophie marxiste. Énorme. Et c'est un retour à l'idéalisme philosophique, en un sens. Pourquoi? Parce que d'où vient la méthode de pensée dialectique si elle ne vient pas de la dialectique du réel lui-même, dont elle est un reflet? Enfin, un reflet immédiat, bien sûr. La pensée dialectique est une élaboration seconde, etc. Mais ça vient du réel, la dialectique. Si elle ne vient pas du réel, d'où elle vient, la méthode de pensée dialectique? Donc Quignou dit que Marx a eu raison de l'utiliser. Ah ben, elle vient de la pensée elle-même, qu'il l'a élaborée toute seule dans son coin. Idéalisme. Position, idéalisme dans la méthode. Et ça mène fatalement à toutes sortes d'impasses politiques, comme tous les idéalismes. Plus loin dans ce livre, l'auteur, Quignou, en vient à déclarer, je cite, « Marx a eu des formulations imprudentes sur l'histoire à venir et l'arrivée du communisme. » Et parmi ces formulations imprudentes de Marx, figure notamment l'idée, je cite, « qu'il y aurait un sens de l'histoire et un dépassement ultime des contradictions sociales dans une société sans classe. » Et qu'est-ce que ça peut bien être des rapports de pouvoir, je vous le demande, dans une société communiste, où il n'y aurait plus de classe, plus d'oppression, société d'abondance? Eh bien, Yvon Quignou ne nous le précise pas, mais on apprend, ce qu'on a là, en filigrane, c'est cette idée si chère au postmoderne, selon laquelle les rapports de pouvoir ne sont pas enracinés en réalité dans les rapports matériels entre les hommes, mais uniquement dans leur tête, dans leurs préjugés, dans leurs idées, si bien qu'ils survivraient ces rapports de pouvoir, pouvoir, sérieux comme concept de pouvoir, ils continueraient à se perpétuer, même sous le communisme, même quand l'exploitation des classes aura été éliminée, etc. C'est préjugé idéaliste fondamental. Et je vous lance un avertissement aux jeunes camarades. Toutes les introductions, les gentilles petites introductions de 120 pages, vous vous dites c'est cool, c'est pas cher, le bouquin coûte 8 €, c'est un universitaire, il est agrégé de ceci, cela, il doit connaître son sujet. Toutes les introductions qui sont écrites par des universitaires sur Marx, ou quasi toutes, je veux bien qu'il y en ait une qui ait échappé à mon attention, ou je vous ferai une exception, elles contiennent des âneries de cette taille, toutes. Donc, épargnez-vous cette souffrance, ce temps perdu, et lisez Marx. Vous voulez comprendre le marxisme? Lisez Marx. Vous voulez comprendre le léninisme? Lisez Lénine, etc., etc. Vous perdrez beaucoup moins de temps et vous commencerez sur de meilleures bases. J'en viens à la deuxième partie constitutive du marxisme. Qui est, je l'ai dit, le matérialisme historique, la conception de l'histoire. C'est l'application du matérialisme dialectique à la science de l'histoire. À l'histoire. Marx a découvert le fil conducteur de l'histoire. Et il a découvert que c'est le développement des forces productives, de la productivité du travail humain. C'est ce développement des forces productives, en dernière analyse, qui détermine la succession des régimes économiques et sociaux. Je cite un passage célèbre d'un bouquin de Marx qui s'appelle « Misère de la philosophie ». En 1846, il écrivait dans ce bouquin, je cite, « Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production. Et en changeant leur mode de production, la manière de gagner leur vie, ils changent tous les rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera le suzerain, c'est-à-dire le grand seigneur féodal. Le moulin à vapeur vous donnera la société avec le capitaliste industriel. » C'est clair, net et précis. Marx a aussi démontré que le capitalisme a développé les forces productives, la productivité du travail humain,
à des niveaux tels que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il est possible de satisfaire les besoins de toute la population sans recourir à la barbarie de l'exploitation de classe, à l'État, avec ses hommes en armes, etc., etc. Mais pour cela, vous le savez, il faudra renverser le capitalisme à l'échelle mondiale et le remplacer par une planification démocratique de la production. Ce n'est pas une tâche facile, car aux prémices, aux conditions objectives de la révolution socialiste, dont le développement des forces productives, s'ajoute une prémisse subjective irréductible, incontournable, indispensable, l'existence d'un parti révolutionnaire suffisamment puissant, suffisamment fort et enraciné, et même mieux qu'un parti, une internationale révolutionnaire. Guillaume abordera cet après-midi en détail cette question, mais je voudrais mentionner une révision du marxisme qui est très à la mode ces temps-ci et qui porte précisément sur cette question. Quelles sont les conditions subjectives d'une révolution socialiste victorieuse? Cette révision, c'est celle qui s'appuie sur le concept, vous en avez sans doute entendu parler, d'hégémonie culturelle, dont le marxiste italien Antonio Gramsci a fait un certain usage. Ce que Gramsci a écrit à ce sujet, c'est une chose que je ne discuterai pas ici, on n'a pas le temps. Mais le fait est que ça a donné lieu à des interprétations en complète rupture avec le marxisme et avec le léninisme. En gros, mais c'est ça, c'est pas autre chose. Le concept d'hégémonie culturelle renvoie à l'idée que la bourgeoisie ne domine pas uniquement par l'intermédiaire de la répression de l'appareil d'État, mais qu'elle domine cette bourgeoisie également grâce à l'idéologie, à la propagande, aux écoles, aux universités, aux églises, etc. Si vous voulez, la culture, au sens large. Et que, ma foi, les travailleurs eux-mêmes baignent et peuvent consentir, dans une certaine mesure, à cette culture, sans se rendre compte que c'est une culture bourgeoise ou que ce sont des idées bourgeoises. Ok, on n'avait pas attendu les épigones de Gramsci pour le savoir. Marx expliquait, je crois que c'est dans l'idéologie allemande, je cite, « En général, c'est-à-dire hors période révolutionnaire, les idées dominantes dans la société sont les idées de la classe dominante. » Quoi de neuf dans ce concept d'hégémonie culturelle par rapport à ce fait déjà constaté par Marx? Mais là où les théoriciens de l'hégémonie culturelle dérapent complètement, c'est lorsqu'ils expliquent, et ils l'expliquent d'une façon ou d'une autre, que préalablement au succès d'une révolution socialiste, il faut construire sous le capitalisme une contre-hégémonie, une contre-culture, en somme, qui devrait englober non seulement les diverses fractions de la classe ouvrière, les divers secteurs de la classe ouvrière, mais par-dessus le marché, une partie de la petite bourgeoisie. Tout ça dans une contre-hégémonie, et que c'est la précondition du succès d'une révolution socialiste. Une telle formulation, aussi générale, aussi abstraite, ouvre la porte à l'abandon total de la conception léniniste du parti. C'est-à-dire d'un parti d'avant-garde qui ne crée pas vraiment une contre-hégémonie de masse. Grand Dieu, il n'en a pas les moyens. Parti d'avant-garde qui regroupe, forme, soude la petite minorité la plus consciente de la jeunesse et de la classe ouvrière. C'est ça, sa tâche. Bien sûr, cette petite minorité, cette avant-garde révolutionnaire, au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'elle développe ses forces, elle plonge ses racines dans toutes les organisations de la classe ouvrière, en particulier les syndicats, et développe une influence de masse, plus ou moins grande, au moins sur une fraction des masses. Et bien sûr, l'agitation quotidienne d'un parti révolutionnaire, l'intervention quotidienne du parti révolutionnaire dans la lutte des classes donne une certaine influence, au-delà de ses propres rangs, naturellement, à un parti révolutionnaire. Mais la tâche du parti révolutionnaire n'est pas de construire je ne sais quelle contre-hégémonie culturelle englobant la classe ouvrière dans son ensemble et la petite bourgeoisie par-dessus le marché. L'idée même est absurde. Pourquoi? Parce que les rouages du capitalisme et de l'exploitation, sans même parler de la propagande bourgeoise, juste le quotidien d'un travailleur et les rouages de son exploitation,
signifie que seule une crise révolutionnaire permet à la conscience de la masse des travailleurs de s'arracher à la routine et à l'abrutissement auquel elle est vouée par ce système. Au final, les théoriciens de l'hégémonie et de la contre-hégémonie, 1. Sous-estiment la capacité de la classe ouvrière telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est réellement, la vraie classe ouvrière, pas celle qui aura absorbé la contre-hégémonie. Sous-estiment la capacité de la classe ouvrière telle qu'elle est aujourd'hui à se lancer dans une offensive révolutionnaire. 2. Ne comprennent pas le rôle décisif du parti révolutionnaire, de la direction révolutionnaire, dans la victoire d'une révolution ouvrière. Et là, on retrouve à nouveau ici les deux éléments que j'ai mentionnés plus haut. Premièrement, le manque de confiance dans la classe ouvrière, typiquement petite bourgeoise, ce manque de confiance typiquement petit bourgeois dans les capacités de la classe ouvrière. Or qu'il faut éduquer d'abord, vous comprenez? On ne peut pas prendre le pouvoir si on n'a pas développé une contre-hégémonie culturelle de masse. Parce qu'elle est trop bête, elle est trop influencée, elle regarde trop la télé, elle regarde tout ça, voilà, ce que vous savez. Manque de confiance dans les capacités de la classe ouvrière. 2. Des tendances idéalistes qui réduisent le rôle du parti révolutionnaire à l'organisation d'une bataille idéologique, comme c'est ça, à l'échelle de masse, etc. Alors que le rôle du parti révolutionnaire est avant tout de se préparer, dans une large mesure, c'est ça, pas seulement, mais c'est dans une large mesure de se préparer lui-même à la conquête du pouvoir lorsque les conditions en seront réunies, c'est-à-dire lorsque les contradictions objectives du capitalisme auront précipité une crise révolutionnaire, avec la classe ouvrière telle qu'elle est, et non pas telle que la rêvent les Gramsciens. Je passerai voilà pour le matérialisme historique. Je passe très rapidement sur les tendances révisionnistes qui concernent la troisième partie du marxisme, c'est-à-dire la théorie économique de Marx. Je vous l'ai dit, il y a tout un microcosme de marxiens qui tournent en rond dans tel ou tel chapitre du Capital de Marx, mais ils ne méritent pas vraiment qu'on s'y attarde parce que ce qu'ils racontent est tellement abstrait et tellement confus qu'ils ont zéro influence ou quasi en dehors de leur petit cercle. Mais ils existent, ils sont là. Les principales révisions de Marx dans le domaine de la théorie économique concernent la question des crises du capitalisme. Pourquoi? Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la période des 30 Glorieuses, cette phase d'expansion du capitalisme qui a duré près de 3 décennies, un certain nombre de gens qui se réclamaient du marxisme ont commencé à se dire « Ah, peut-être que le capitalisme a réussi à dépasser ses contradictions, peut-être qu'on pourrait trouver chez Marx une explication pourquoi peut-être les dépenses militaires, la relance par ceci, par cela, etc. » Et vous avez eu des économistes marxistes ou marxiens qui se sont adaptés au fond, au courant keynésien ou néo-keynésien qui disait que peut-être le capitalisme pourrait retrouver une certaine stabilité, éviter des crises moyennant telle ou telle politique fiscale, budgétaire ou que sais-je. Bon, cette question théorique qui a beaucoup agité les marxistes pendant toute une période a été tranchée non par la théorie, mais a été tranchée dans les années 70 par les crises du capitalisme, les crises des années 70, parce qu'il y a eu 2 récessions. C'était toute une période de crise, à partir de 73, je crois. Et puis, encore à plus forte raison, en 2008, avec la grande crise de 2008, dont nous ne sommes pas, le capitalisme n'est pas vraiment sorti. Donc, la théorie de « il n'y a plus de crise », elle a pris cher. Mais peut-être que des camarades interviendront sur ce sujet. Je voudrais terminer par quelques considérations générales. En rejetant toutes les formes de révisionnisme, toutes les distorsions du marxisme, nous nous rangeons résolument sous le drapeau du marxisme orthodoxe. Ce terme nous vaut l'accusation d'être des marxistes dogmatiques. Nous serions aveuglément attachés à nos dogmes, cramponnés à notre Marx et à notre Lénine, et on ne voit pas voilà, ça nous aveugle. Ce sont devenus des dogmes. Pas du tout. L'orthodoxie n'est pas le dogmatisme. Très important de comprendre ça. Le dogmatisme, c'est autre chose. Le dogmatisme, c'est une erreur de méthode. C'est l'abandon ou l'ignorance de la loi la plus fondamentale de la dialectique, que Hegel formulait ainsi: la vérité est toujours concrète.
Ça, c'est l'idée la plus fondamentale de la dialectique, c'est ça. Hegel disait une idée générale, abstraite. Est-ce qu'elle est vraie? Un peu de vraie, fausse, ça dépend des circonstances. Et précisément parce qu'elle est abstraite, précisément parce qu'elle est générale, une idée manque de substance, manque de vérité. La vérité, elle est toujours concrète, elle est toujours précise. Et bien précisément, le dogmatique est celui qui remplace l'analyse du monde réel, concret, par la répétition de quelques formules générales et abstraites. Lutte ouvrière, en France, fait ça très bien, si on peut dire. Il répète, en boucle, 3 ou 4 idées générales, correctes, et quoi qu'il se passe, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, quoi qu'il se passe dans le monde, quel que soit l'état de la gauche, de la droite, des situations internationales, vous trouverez dans leur journal les mêmes idées. Première idée, les patrons exploitent les travailleurs. Yes. Deuxième idée, les réformistes trahissent les travailleurs. Exact. Troisième idée, rejoignez Lutte ouvrière parce que nous, on ne va pas vous trahir. Parce qu'on est marxiste. Bon. En 70 ans de répétition de ce dogmatisme, ça n'a pas donné des résultats incroyables. Les travailleurs n'ont toujours pas rejoint Lutte ouvrière. Mais ils ne perdent pas courage et ils continuent. C'est du dogmatisme dans quel sens? Dans le sens où ces idées abstraites viennent remplacer l'analyse concrète des processus. J'en parlais hier à propos de la France insoumise, notre attitude, le soutien critique, etc. Un camarade a posé une question très pertinente. À quel moment est-ce qu'on pourrait cesser de soutenir de façon critique la France insoumise? Voilà une question concrète. Mais des questions de cet ordre-là, les ouvrières sont tamponnes. Les réformistes trahissent les travailleurs. Si vous avez ça, vous avez réponse à tout. Ça, c'est du dogmatisme. Nos idées, nos principes doivent être constamment confrontés à l'évolution de la réalité concrète, de la lutte des classes, de la conscience politique des différentes couches de la classe ouvrière et de la jeunesse. C'est dans l'analyse concrète des processus réels que nous pouvons affiner nos idées, les préciser, les ajuster nos mots d'ordre, notre tactique. Et donc, avancer, mots d'ordre, perspectives, programmes en phase avec l'évolution des processus réels. Par ailleurs, le marxisme authentique ne s'oppose pas simplement au dogmatisme, le marxisme authentique s'oppose également à l'éclectisme. Qu'est-ce que c'est que l'éclectisme? C'est l'introduction dans le marxisme d'éléments qui sont étrangers au marxisme. C'est une sorte de combinaison artificielle entre du marxisme et du non-marxisme. Et les experts de la chose en ce moment, c'est la fameuse Padoutime sur YouTube et ailleurs. Je découvre tout ça. Le succès de la Padoutime a un sens, est symptomatique de ce que je disais, de ce qu'on sait bien. Un nombre croissant de jeunes cherchent des idées marxistes. Mais ce qu'ils trouvent, en l'occurrence dans la Padoutime, ce sont des idées désespérément éclectiques. On écrira un article à ce sujet, pour donner des exemples, je n'ai pas le temps de le faire là. Et à noter que les éclectiques, bien souvent, s'imaginent à tort ne pas être dogmatiques parce qu'ils sont éclectiques. Nous, on n'est pas des dogmatiques, parce qu'on cite un tel, on mélange ceci avec cela. On est très ouverts. On n'est pas des dogmatiques, puisqu'on a 25 000 références théoriques diverses et variées. Rien à voir. Rien à voir. On peut être le pire des dogmatiques tout en étant éclectique. En réalité, les éclectiques ne sont pas moins dogmatiques que Lutte ouvrière et autres, parce qu'eux non plus ne confrontent pas leurs idées au processus réel, au processus concret. Si l'éclectique confrontait sa mélasse théorique au monde réel, il se rendrait compte que c'est une mélasse théorique. Mais non, il ne le fait pas, et il est content, et il enrichit sa mélasse de nouveaux éléments, de sa soupe, là, de nouveaux ingrédients en permanence. Et il nous explique ça sur YouTube pendant des capsules de 2 heures. Je ne vais pas toutes les regarder, je vous préviens. Je conclus. Dans tous les exemples de révisionnisme que j'ai abordés, on trouve toujours 2 éléments. L'idéalisme et le rejet de la dialectique. Vous l'avez trouvé à chaque étape de ma démonstration. Autrement dit, le révisionnisme se manifeste toujours par le rejet de la philosophie marxiste, du matérialisme dialectique. Et c'est la raison pour laquelle on insiste autant sur la philosophie marxiste dans l'éducation de nos propres camarades. C'est fondamental, c'est la base du marxisme.
Cependant, il ne faudrait pas croire non plus que les révisionnismes sont simplement le résultat de malheureux dérapages sur le plan philosophique. Ou plutôt, ces dérapages sont eux-mêmes une expression de la pression des idées bourgeoises et petites bourgeoises sur le mouvement ouvrier. Le marxisme vivant, réel, n'évolue pas dans une bulle. On n'est pas à l'abri des pressions sociales et idéologiques des différentes classes de la société. C'est pas possible. Si bien que notre lutte implacable contre le révisionnisme, notre lutte pour le marxisme authentique, orthodoxe, est une lutte, au fond, contre les pressions petites bourgeoises sur notre mouvement, sur le mouvement révolutionnaire. Si on cède à ces pressions, on est perdu. Si, au contraire, on résiste à ces pressions, si on préserve le marxisme authentique des distorsions petites bourgeoises, notre succès est garanti. Merci.